continue avec le MAG en clair, en public sur Canal+. Bienvenue chez vous. Bonsoir Iban, bonsoir David. Bonsoir, on a des fous de patrimoine. Mais oui. Le menu à 20h30, Éric Emmanuel Schmitt sera avec nous. Il est l'un des auteurs et dramaturges les plus lus dans le monde. Il joue en ce moment une de ses pièces de théâtre dans son propre théâtre. Avant, il y aura la musique avec Émilie Mazoyer qui nous parlera de Paul McCartney, nouvel album, et puis l'info du vrai ou du faux avec Paul de Saint-Cernin. Vous parliez de ces fous de patrimoine. Oui, c'est vrai que vous êtes un fou de patrimoine? Mais non, mais vous parliez comme ça. Mais oui, c'est vrai. Mais vous êtes un fou de patrimoine? Bon, c'est pas comme ça qu'on va commencer la conversation. Ça dépend, ça dépend des jours. Ça dépend. Si, je suis fou de Versailles. Complètement fou, mais encore plus du parc de Versailles. Mais je suis dingue de Versailles. Voilà. En tout cas, en ce moment, on n'entend parler que de patrimoine. Il y a la fameuse cagnotte du loto pour sauver des monuments en péril. Il y a ce week-end les 35e journées du patrimoine qui sont l'occasion de faire découvrir des sites souvent fermés au public. Nous allons en parler avec vous, Françoise Benamou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'université, économiste spécialiste de la culture et auteur de Économie du patrimoine chez La Découverte. Thomas Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous conservateur du musée du trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Alors, le patrimoine, c'est vraiment le mot à la mode en ce moment. Est-ce qu'on a une idée du montant du patrimoine de l'État français ? Alors le montant en euros, non. Le patrimoine culturel, au sens des patrimoines bâtis, c'est déjà 45 000 monuments qui sont protégés au titre de la loi qu'on appelle de 1913. Alors c'est déjà pas mal, hein, 45 000 monuments. Mais ça ne nous donne pas du tout une idée de ce que ça vaut. Oui. Ben non, vous savez, c'est comme, par exemple, si vous entrez au Louvre, vous ne savez pas ce que valent l'ensemble des œuvres qui sont là. C'est un petit peu la même chose. Ce qu'on sait, c'est que ça coûte et ce que ça peut rapporter, sans doute. Et ça coûte aux Français ? Bien sûr, ça coûte aux Français, mais ils en profitent largement. Et ça rapporte aussi. Est-ce qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre ? À force de protéger la moindre vieille pierre, ensuite on n'a plus les moyens de l'entretenir, donc ça coûte. Vous n'avez pas tort, il y a une forme d'inflation patrimoniale, c'est-à-dire tout est patrimoine, comme disait un conservateur anglais, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de tout conserver parce que dans le fond c'est notre mémoire. Et il faut apprendre à trier. Mais sur les 45 000, en tout cas, monuments protégés, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à enlever de la liste. Alors sur le musée du trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, par exemple, sur combien il faut compter sur une année pour entretenir, pour peut-être moderniser un château comme ça? Alors, dans ce musée qui est installé dans un ancien hôpital, dans un bâtiment très imposant, on ne parle pas forcément d'entretien annuel parce qu'on a plutôt tendance à parler d'investissement un peu ciblé. Mais là, aujourd'hui, par exemple, pour réhabiliter les bâtiments, on a besoin de 7,5 millions d'euros qu'on va devoir dépenser donc, en quelques années pour redonner. C'est sur combien d'années à peu près pour qu'on ait un ordre d'idée? À peu près 5 ans. On a fait une estimation qui va être précisée prochainement, mais à peu près sur 5 ans. Ça a du sens d'avoir besoin de 7 millions et on sait qu'on ne pourra pas faire les travaux pour 7 millions dans l'année ou dans le mois, mais de les étaler sur 10 ans. Est-ce que c'est pas sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage? On sait que les vieilles pierres demandent toujours... Alors, je dirais au contraire, parce que les gens, déjà, ils adorent suivre un projet sur plusieurs années, puis voir la chose évoluer en face de chez eux dans leur rue. Et puis, de toute manière, c'est quelque chose qui s'assoit, on oublie souvent de le dire, sur l'impôt des Français, et puis aussi sur des rentrées qu'on peut avoir en mécénat ou à travers le loto. Et quelque part, c'est aussi un projet, finalement, qui progresse. C'est ça qui est intéressant. Iban, vous êtes allé au château de Carneville. C'est ça. C'est dans la Manche. Un particulier l'a acheté en 2012, sauf que le château est attaqué par la mérule. On va voir que c'est un champignon dévastateur. Et le loto va probablement le sauver. Bonjour. Bonjour, il me faudrait un goal, s'il vous plaît. Un goal. Et le ticket du patrimoine. Un ticket du patrimoine. S'il vous plaît. Gratter un ticket pour sauver le patrimoine français. Voilà le défi de la mission patrimoine du gouvernement et de la Française des Jeux. C'est important de sauver toute la France, mais là, il est chez nous, il est là, quoi. Celui dont tout le monde parle, c'est lui, le château de Carneville, en Normandie. Sélectionné parmi 2000 bâtiments classés, c'est le jackpot pour cette demeure du XVIIIe siècle. Et on emménage l'intérieur le jeudi, donc il faut voir avec la livraison des fleurs, aller chercher la Seine. Guillaume Garbe a racheté le domaine en 2012. 5 ans plus tard, il découvre que son château est rongé par la mérule, un champignon destructeur pour le bois et la pierre. Mais ils ne peuvent pas lancer le traitement tant que les travaux d'extérieur ne sont pas faits. L'été 2017, il a fait chaud
Il a fait un peu humide quand même assez régulièrement. C'est vrai que c'était un été particulier. Du coup, tout le contexte était là pour que le champignon se développe. Donc on va dire qu'en à peu près un mois, il a fallu bouger 1600 mètres carrés de meubles. Allez, du coup, là, on va à l'étage. Alors attention, parce que l'escalier est quand même à moitié démonté. Là, en fait, ça fait des petits filaments qui galopent entre les enduits et la pierre. Plus de la moitié des 1600 mètres carrés du château sont à rénover entièrement. Malgré ses nombreux soutiens, le jeune propriétaire n'a pas les moyens de financer les travaux. Ça, c'est le premier stade de colonisation du fruit. Deuxième stade de colonisation du fruit. Ça, c'est une fenêtre qui a été remplacée en 2001. Et voilà l'activité du champignon. Le bois n'a plus aucune résistance. Et en fait, il est complètement mangé. Et tu vois, si tu le prends dans ta main, tu te rends compte que en fait, le champignon mange la cellulose. Voilà. Et du coup, le bois n'a plus aucune résistance mécanique. Voilà. Et t'as vu, c'est tout léger, c'est complètement cuit, quoi. Et le problème, c'est que ça fait ça sur une fenêtre, sur les boiseries du 18e, sur la charpente, voilà, sur tout ce que le champignon trouve, quoi. C'est un problème de sécurité pour les visiteurs dans le bâtiment. C'est pour ça que là, on a été obligé complètement de fermer le château et qu'on ne pourra pas le réouvrir au public avant que ces travaux-là soient gérés. Bon, alors là, on va faire un tour dans le jardin. Puisque le château, il y a le bâtiment, mais il y a aussi tout le parc qui va autour. Le domaine de Carneville et ses arbres millénaires ont tapé dans l'œil de la mission patrimoine. Guillaume va recevoir un chèque de 500 000 € grâce à son statut de monument emblématique de région. Donc là, sérénité, et là on se dit ça y est, là en fait, le loto du patrimoine, c'est pas la fin du parcours. Le loto du patrimoine, c'est clairement le début du parcours. Là, on a de quoi travailler, là on a de quoi être efficace et on a de quoi redonner 250 ans de vie à cette maison. La mission patrimoine espère récolter 20 millions d'euros en 4 mois grâce à ce loto. En France, 2000 monuments classés sont aujourd'hui en état de péril. Bon, on est très, très joueurs dans cette émission, donc évidemment, on n'a pas résisté à l'envie d'acheter un ticket de cette mission patrimoine. Inutile de vous dire qu'on a eu beau gratter dans tous les sens, recto verso. On n'a rien gagné. Rien gagné. Mais du si, tout. parce que c'est le principe. Même quand on perd, on gagne quand même. Bah non. Si, parce que quand vous perdez, c'est tout le monde qui gagne, puisque vous donnez l'argent. Ah oui, au d'accord, donc c'est notre côté hyper altruiste. Mais c'est incroyable, vous êtes égoïste. C'est complètement. Et le patrimoine rapporte. Sauf que David, je vais vous enlever vos illusions. Quand vous grattez, vous avez acheté pour 15 €, vous grattez et puis il y a 1,50 € qui va au patrimoine. Alors justement, ça, on a du mal à le comprendre. Bah oui, en fait, c'est assez logique. C'est pas que la Fédération française des jeux est vraiment avide, c'est que donc il y a 1,52 € sur les 15 € qui vont au patrimoine et le reste va à la Française des Jeux, mais surtout aux joueurs, en fait, à nous, pour fournir la cagnotte. Et d'ailleurs, il y a un chanceux, là, 1,5 million d'euros qui a été gagné hier. C'est le plus gros gain. Sur un jeu de grattage. 1,5 million. Il va s'acheter un château, il va demander des subventions. Alors là, ce serait vraiment le comble. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter des châteaux? On voit le sort de... C'est un jeune homme qui s'est lancé dans cette aventure et qui se retrouve avec cette mérule, ce champignon dévastateur. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à acheter un château? Pardon, allez-y. Quelque part, je pense que c'est souvent le coup de cœur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent, des grandes fortunes, parfois anglo-saxonnes, qui achètent, par exemple, le château en Dordogne. Bon, c'est un petit peu la caricature. Là, on a un passionné qui se lance véritablement dedans et qui a un projet derrière. On le voit, il n'est pas juste là à remeubler pour... Et ce n'est pas quelqu'un de fortuné, hein, Non, pas du tout. C'est un projet qu'il avait depuis longtemps. C'est un passionné de château. Et c'est un projet familial. Et à son âge, il manage beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que le château, il y a le parc. Il y a aussi un four à pain qui fait 4 tonnes de pain par an et qui date du 19e siècle. Donc c'est un projet global, en fait. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un projet d'ouverture au public et d'animation. Un patrimoine qu'on préserve juste pour le mettre sous cloche de verre, ça ne marche pas, généralement. Ça ne se préserve pas, d'ailleurs. Alors, ce loto du patrimoine, ça nous a fait sourire, mais est-ce que ça a réellement un intérêt? On a l'impression que c'est un petit peu une petite goutte d'eau dans un océan de besoins financiers. Économiquement, c'est une goutte d'eau. L'État met déjà à peu près 326 millions d'euros. Les collectivités locales, grosso modo, on parle par an 400 millions d'euros. Oui, bien sûr. Et donc, le loto du patrimoine, 20 millions dans le meilleur des cas, c'est tout petit. Et quand on voit que pour un seul château, il faut pratiquement 10 millions, on voit bien que c'est tout petit. Ça a un effet de levier, quand même. C'est un effet de levier incontestablement, parce que c'est une formidable opération de communication, parce que ça attire, si vous voulez, en tous les cas pour les lieux qui ont été choisis. Ils ne sont pas très nombreux, 18 pour l'instant. Mais ça attire... 18 qui vont bénéficier prioritaire. Voilà, prioritaire. Qui ont été choisis. Voilà, ça va attirer des mécènes, du financement participatif, etc. Mais c'est vrai qu'économiquement, c'est une goutte d'eau. Est-ce que vous avez une idée, hors loto,
hors subvention de l'État, du niveau de générosité des Français à participer à l'entretien du patrimoine. Parce qu'il y a aujourd'hui le financement participatif, on peut donner sur Internet à des gens qui mettent en ligne la rénovation d'un monument. Les Français, là-dessus, ils sont comment? On n'a pas fait le calcul de tout ce qui vient au patrimoine. C'est très compliqué parce que vous avez toutes les plateformes aujourd'hui de financement participatif. Vous avez le Centre des Monuments Nationaux qui a créé aussi sa propre plateforme, etc. Ce qu'on voit en tous les cas, lieu par lieu, c'est que quand il y a une bonne campagne de communication, en général, les gens mettent quelque chose. Quelquefois, c'est pas grand-chose, quelquefois, c'est pas mal, parce qu'ils ont un rapport, je dirais, presque identitaire au patrimoine. Qui décide de sauver tel ou tel monument? Comment est-ce qu'on peut décider qu'un monument ne vaudra pas une rénovation et qu'un autre le mérite? Alors aujourd'hui, en fait, la France est émaillée par finalement des services de l'État qui sont, comment dire, assez bien équipés, en tout cas en expertise, qu'on appelle des services des monuments historiques, un par région. Et à l'intérieur, on a des conservateurs des monuments historiques qui sont chargés un petit peu d'avoir une sorte de thermomètre donc de l'état de péril des différents bâtiments protégés et qui, à partir de là, à partir d'une enveloppe qu'ils ont, choisissent de diffuser les crédits qu'ils ont. Mais ce qui est déterminant, c'est souvent le degré de motivation aussi de l'acteur local, parce que c'est rare aujourd'hui que l'État finance à 100%. Donc il faut le département, la région, il faut... Exactement, sauf les monuments qui lui appartiennent, bien sûr. Et des avantages fiscaux aussi. Des avantages fiscaux aussi qui vont avec. Est-ce que, par exemple, quand on va en Italie, on s'aperçoit que quand on va en Italie, il y a un monument, il faut toujours payer. Les églises, il faut payer, la moindre vieille pierre, il faut payer. Alors, ce n'est pas le cas en France. Est-ce qu'il faudrait faire payer davantage l'accès aux monuments? On en a entendu parler, c'est une idée qui tourne en ce moment. Moi, je le pense. Alors, c'est toujours... Évidemment, on aimerait que tout ça soit gratuit. Mais faire payer un petit peu, peut-être pas tout le monde, ça dépend des lieux, etc. C'est-à-dire plus réfléchir encore à quelle politique de billetterie on peut faire pour essayer d'augmenter les recettes. Ça, je pense que c'est possible. On sait tous, par exemple, qu'un touriste qui vient de loin est prêt à payer un petit peu plus qu'un touriste qui est là ou un habitant de la région. Donc là, il faut réfléchir à ces politiques-là. Ça a été une des propositions. Ce serait faire payer les touristes étrangers plutôt que les Français ? Étrangers ou qui viennent de loin, plus généralement. Ça peut être non-européen. Il y a une réflexion, en tous les cas, à mener. Ça vaut le coup. Il y a d'autres manières aussi de le faire, peut-être indirectement. L'hypothèse, par exemple, de mettre une taxe sur les billets d'avion. Parce que tous les gens, une petite taxe, tous les gens qui viennent en France viennent aussi d'une certaine manière pour le patrimoine. Donc leur demander une toute petite chose, dans le fond, c'est retourner quelque chose dont ils profitent. Est-ce que ça marche, les journées du patrimoine qui avaient été créées, il me semble, par Jack Lang, les 35e journées du patrimoine? Est-ce que les gens sont toujours friands de... Ça marche du feu de Dieu. Du feu de Dieu, mais c'est... Bien, quand même. C'est un Français sur combien pour les dernières journées? On avait évalué quasiment un Français sur 5 qui fait le déplacement pour visiter un bâtiment lors des journées du patrimoine. On sent que c'est quelque chose que les gens se sont appropriés. Et ce qui est très rassurant, d'ailleurs, c'est que j'ai vu à Château-Thierry, bien sûr, à Château-Thierry, vous avez donc un public qui vient dans les musées, qui correspond au public qu'on a dans les musées généralement. C'est toujours à peu près le même public. C'est que ça génère un peu chic, on va dire, si je caricature à très très grands traits, alors que lors des journées du patrimoine, on a un public socialement beaucoup plus mélangé. Et ça montre que ça marche auprès des Français. C'est un petit peu ce qu'on a vu à Carneville d'ailleurs. C'est quand on a interrogé les gens dans ce bar-tabac, des gens qui ne savaient pas forcément qu'il y avait un château à côté de chez eux. Et dès qu'ils ont vu qu'il avait été sélectionné, ils se sont rendus en masse. Et il y a des visites encore aujourd'hui alors qu'on est un petit peu hors saison. Et donc du coup, ça a mis un coup de projecteur terrible sur le château. C'est ça l'avantage du loto, c'est qu'en fait, ça met le patrimoine finalement devant tout un chacun, et tout un chacun s'y intéresse en fait. Et tout le monde se sent un petit peu, en quelque sorte, finalement propriétaire. Exactement. De ce patrimoine-là. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Il en a fait une cause nationale d'ailleurs. Ouais. Et tout le monde est propriétaire quelque part. On dit que lorsqu'on a un bâtiment qui est protégé, forcément le propriétaire ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais on dit que le propriétaire, il est propriétaire de la partie économique, mais que la partie, je dirais, de l'esprit, celle qui fait qu'une maison protégée monument historique, elle est plus belle qu'une maison ordinaire, cette partie-là, elle appartient à tout le monde quelque part. C'est Victor Hugo qui disait il y a deux choses dans un monument, son usage et sa beauté. L'usage appartient au propriétaire, la beauté à tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas se garder quelques ruines? Il y a des débats chez les conservateurs en disant on n'est pas obligé de tout reconstruire à neuf ou de tout entretenir. Est-ce qu'on ne doit pas avoir des trucs un peu pourris qui tombent en désuétude de manière à garder les ruines qui sont une autre façon d'accéder au passé? Sinon, tout ressemble à un village de poupées. Ça, je suis assez d'accord, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, il y a ruines et ruines. Même les ruines, il faut les entretenir. Parce que sinon, elles disparaissent.
Hein. Donc même des ruines coûtent quelque chose. Donc c'est compliqué ça, mais vous avez raison, il ne faut pas Vous pensez à quelle ruine au Parthénon, par exemple? Je ne veux pas donner de nom, mais... Non, mais du coup, c'est pour ça que j'ai cité un nom à l'étranger. Je pense évidemment ce qui reste de la Rome antique, les Grecs, etc. Et en même temps, on aimerait le voir dans son état, parce que tout ça a été très coloré et peint, alors qu'aujourd'hui, c'est blanc cassé. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à préserver ce que l'histoire nous a donné, les monuments de la Rome antique, qui sont plus debout aussi, parce que l'histoire a passé depuis la chute de Rome, quelque part, si je simplifie les choses. Une cathédrale bombardée après une guerre, ou un château détruit en Irlande par les troupes de Cromwell, rebâtir le château, c'est nier le fait qu'il y a eu une histoire en Irlande qui fait que l'Angleterre est passée par là. Ça serait pas beau, quand même. Il y a aussi beaucoup de mécènes qui soutiennent le patrimoine? Bien entendu. D'abord, le mécénat s'est pas mal développé à la faveur d'avantages fiscaux qui sont importants. Hein. Quand vous donnez 1 000 €, il vous en coûte à peu près 600 €. Hein. Donc, vous voyez... 300 € et 600 € à l'État. Le reste, c'est de l'avantage fiscal. Donc ça a poussé les gens à donner. Puis je crois qu'au-delà de ça, il y a une identification au patrimoine, ça c'est certain. Mais il faut avoir une vision aussi du patrimoine très large, hein, comme celle qui existe aujourd'hui. Il faut penser que le patrimoine, c'est pas que les vieilles pierres, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, les bâtiments d'Orly sont classés. Alors pourquoi ? Parce que ça représente... On imagine que le patrimoine, c'est quelque chose qui est beau, qui est ancien, qui a du style, une architecture... Bon. D'abord, dans 500 ans, peut-être qu'on trouvera ça très beau. Hein, et peut-être certains trouvent ça très beau maintenant. Et puis, c'est vraiment un témoignage de ce qu'est l'architecture à un moment donné. Est-ce que la tour Montparnasse, qui est quand même un des bâtiments les plus moches que Paris compte, est-ce que ça, c'est du patrimoine? Dieu merci, ça n'est pas classé. Non, pour le coup. Mais regardez, la tour de Jussieu était classée. Ça a coûté très, très cher parce qu'il a fallu la désamianter et on ne pouvait pas la détruire. Donc, quelquefois, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Et puis, il y a aussi Oui, vous alliez ajouter. Et en même temps, il y a plusieurs critères en fait, qui ont été définis de manière très précise pour classer un bâtiment. Ouais. Il peut être très beau et n'être classé que pour sa beauté, mais un château médiéval, quand c'est juste une forteresse militaire, ça n'a pas d'intérêt artistique. Ça a un intérêt pour l'histoire, hein, pour dire il y a tel seigneur qui a bâti un château là. Donc un intérêt historique, ça peut être un intérêt scientifique et technique, comme par exemple des grands bâtiments ferroviaires. Les grandes charpentes de métal, ça nous impressionne pas forcément parce que c'est beau, mais parce qu'on imagine... Tout le travail architectural et d'ingénierie qu'il y a derrière. C'est ça, l'ingénierie qu'il y a derrière, les locomotives à vapeur qui sont en dessous, et ça c'est l'intérêt technique, et c'est hyper important aussi. Merci beaucoup Iban, je vous rends votre ticket qui est sans intérêt, sauf qu'il y a une partie qui sera reversée au patrimoine. On va accueillir tout de suite Émilie Mazoyer et Paul de Saint-Cernin. Bonsoir à tous les deux. On va parler d'un monument du patrimoine musical avec vous, Émilie Mazoyer. Il ne se visite pas. Hein. Il ne se visite pas encore. Il faut demander très poliment. Oui. On parle évidemment d'un ancien Beatle, Paul McCartney. Il sort encore un album. Oui, Egypt Station, c'est le nom du 18e album solo de Paul McCartney. Il est sorti vendredi. Transe des fans des Beatles dans le monde entier, évidemment. Tout le monde danse. Mais oui, mais parce qu'il il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors c'est Beatles, mais lui, il a le droit, parce qu'il a quand même inventé le concept, hein, Paul McCartney. Les critiques sont un peu mitigées, je vais pas vous mentir. Pas de ça entre nous, c'est pas l'album de l'année. C'est loin d'être ce que McCartney a fait de mieux, ni avec les Beatles, ni avec les Wings, ni même en solo. Mais n'oublions pas que c'est un génie, McCartney, un vrai, et que du coup, même un McCartney très en dessous, ça reste quand même mieux que 80% de ce qui se fait en général. Que Jul et Kenji, par exemple? Alors, Jul, c'est un bon exemple. D'accord. Oui, voilà. Ça sort de nulle part, mais c'est vrai, c'est un bon exemple, effectivement. Alors oui, la voix est un peu fatiguée, mais il a 78 ans et il a toujours la grâce. Écoutez ça. Let me into your life. Wanna show you my passion. De toute façon... On a tous un sourire béat en écoutant McCartney et on se met tous à se bercer comme ça. Mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Avec les progrès de la médecine et les cures de désintoxication, on a de plus en plus de vieilles, très vieilles rockstars. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y a ceux qui sont tout cassés, sourds comme des pots, mais qu'on aime d'amour, alors on fait semblant de ne pas entendre les fausses notes. Ça, c'est Keith Richards. Il y a ceux qui virent Tati Daniel, qui disent du mal de tout le monde. Hein, jurisprudence Quincy Jones, qui devient gênant par moments. Et puis il y a ceux qui, comme Paul McCartney, finalement, ne change pas vraiment. Regardez.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a la même tête de môme, alors qui s'est évidemment, qui s'est ridé, momifié presque, mais il a toujours ce petit regard malicieux, il est toujours le même. Et le coiffeur aussi, hein, qui manifestement n'a pas changé. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Paul McCartney, cette année, nous fait le lancement d'album le plus réussi que j'ai jamais vu. C'est plus cool que Christine and the Queens, c'est plus moderne qu'Eminem, c'est beaucoup moins cher qu'un lancement d'album de U2 aussi. Et c'est ultra efficace puisque le monde entier parle de lui. Il joue juste sur l'humour, en fait. Le génie qui n'a pas la grosse tête, ça marche. Ça marche sur tout le monde. Il se paye son petit scandale dans la presse People. Il est dans Voici sans même avoir montré ses fesses. Bravo, Paul. Regardez. Je vous laisse analyser la situation. Est-ce qu'il faut le lire? Allez, Paul McCartney raconte comment John Lennon et lui se masturbaient en pensant à une star française. Est-ce qu'on sait quelle star française? Quelle française? Quelqu'un a une idée? Isabelle Moreau. Mais non, une star, on vous a dit, pardon. Paul. Non, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, vérifiez en image, bravo, comme dans les jeux. Nous disions Brigitte Bardot. Voilà ce petit scandale, mais mine de rien, qui est repris dans toute la presse du monde entier. Voilà, tout le monde en parle. Et puis le secret de McCartney, c'est comme il n'a plus rien à prouver, il est juste là pour s'amuser comme un gosse. Regardez-le cette semaine, il a fait le mariole à la télé américaine chez Jimmy Fallon. Donc les gens dans l'ascenseur ne savent pas qui ils vont voir quand la porte va s'ouvrir. Ils voient Fallon, ils sont contents. Et vous allez voir, il est mort de rire, il est trop content de sa blague. Voilà. Jamais blasé. Jamais blasé. Mais c'est la classe des très grands, ça. Exactement, exactement. Il a surpris donc ses fans, mais pas que dans l'ascenseur d'ailleurs, puisqu'il a annoncé il y a 10 jours qu'il allait revenir jouer en France. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Le Freshen Up Tour de Paul McCartney, donc grande tournée États-Unis, Japon, évidemment l'Europe, qui passe par la France le 28 novembre. Les places ont été mises en vente ce matin. Il n'y en a plus une? Non, il y en a. Ou alors à combien de milliers d'euros? Parce qu'on l'a vu pour Al Pacino, par exemple. Ça oui, voilà. Alors le souci, c'est qu'il y en a, mais sur des sites de revendeurs qui vraiment plument les fans. Donc moi, je ne peux pas vous recommander d'aller voir ça. Donc il y a 40 000 vénards qui verront Paul McCartney dans 76 jours exactement. Parce que quand on est fan... Vous avez fait le chrono? Les jours. Voilà. Moi, qui a des places? Pour Ringo Starr, il y a toujours de la place. Pour Ringo, non, il n'y a personne n'a de place. Bon, je sais jamais. C'est pas grave, parce que de toute façon, je suis sûre qu'il va revenir. On ira la prochaine fois. Manifestement, il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et à défaut, on peut quand même acheter l'album. C'est pas si nul que ça. Et Jeep Station? Non, c'est pas nul. Mais non. Non, mais oui. C'est pas nul. Mais il a fait tellement plus fou. C'est un génie, McCartney. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. Le génie des histoires vraies ou fausses. Paul de Saint-Cernin. Bonsoir, rebonsoir. Alors, je vous raconte des histoires et à la fin, vous me dites si elles sont vraies ou fausses, tout le monde joue. On y va? Il n'y a rien à gagner. Hein. Il n'y a rien à gagner. Sauf la gloire. Exactement, la gloire et peut-être autre chose qu'on pourra négocier après. Nous sommes sur une plage en Australie. Jay, maître nageur, profite d'avoir un petit peu de temps libre pour se familiariser avec un drone. C'est la première fois qu'il en pilote un. Il se débrouille pas mal quand soudain, appel radio, grosse urgence, 2 nageurs sont en danger au large. Que fait Jay? Il fixe une bouée au drone, il réussit grâce à la caméra à repérer les 2 nageurs, il se place au-dessus d'eux, il laisse tomber la bouée qui va finalement sauver les 2 nageurs et qui va leur permettre de regagner le bord sans mourir d'épuisement. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Posez-moi des questions. Alors, elle est vraie. Vraie. Elle est vraie. Vous pensez que c'est vrai qu'un drone peut remplacer un maître nageur? Je sais pas, c'est étonnant quand même parce que c'est très lourd une bouée. Et un drone, c'est un petit machin. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Émilie. Ouais. Donc David? Faux. Alors moi, je pense que c'est vrai. Simplement, ça va mettre en chômage technique les filles d'Alerte à Malibu. Ah non, pas que les filles d'ailleurs, je vous signale. Moi, je pense aussi, excusez-moi. J'ai un peu geek, cela dit. Alors, vrai ou faux, Paul? Alors, déjà, Pamela Anderson ne travaille plus depuis longtemps. Oui, Et deuxièmement, c'est une histoire vraie, effectivement. Et donc, bien vu, bravo. Ce mécanisme, bravo madame, bravo monsieur. On a beaucoup de drones pour faire du patrimoine aujourd'hui. Ce mécanisme va prendre de l'ampleur et il y a de plus en plus de drones qui vont équiper les stations de des drones utiles, pas les drones des emmerdeurs de l'été qui... Oui. Justement. Deuxième histoire. Parfaite, David est un génie. Pour ne pas dire cette phrase un jour. Nous sommes dans le Var, il y a un peu plus d'1 mois. À Bormes-les-Mimosas, c'est là où se trouve le fort de Brégançon, où Emmanuel Macron se repose. En ce moment, Stéphane, photographe professionnel, grimpe dans son arbre favori comme tous les matins depuis 5 jours. Il espère voler une photo du président de la République en vacances. Pour l'instant, il n'a pas de chance, rien en 5 jours. Mais aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, puisqu'aux alentours de 10 h, un homme apparaît au balcon, en caleçon. Chirac. Ce n'est pas Chirac. C'est incroyable. Et ce n'est pas Emmanuel Macron non plus. Stéphane reconnaît Adil Rami.
Le joueur de l'OM, on parlait de Pamela Anderson tout à l'heure, champion du monde il y a quelques semaines, Adil Rami en caleçon au balcon du fort de Brégançon. Évidemment, que fait Stéphane? Il prend la photo, il descend de son arbre, sauf qu'en voulant contourner le fort de Brégançon, avec son scooter, il se fait intercepter par des agents de sécurité. Alors on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ce qu'on sait, c'est que la photo n'est jamais sortie et qu'elle ne sortira probablement jamais. Histoire vraie, histoire fausse. Alors que c'est vrai. J'adore, moi, ces trucs croustillants. On imagine plein de trucs. Moi, j'adore. Moi, je dis que c'est vrai. Bon, ce sera toujours vrai pour moi. David n'y croit pas. Je n'y crois pas parce qu'elle est trop bien. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tu vois? Personne n'en a parlé. Enfin, Oui, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Bon, elle est faux. Faux? Tout le monde dit faux à part Émilie? Non, vrai. Moi, je veux que ce soit vrai. Eh bien, Émilie, figurez-vous que cette histoire est fausse. Franchement, dans ma tête, ce sera vrai pour toujours. Et en fait, elle est inspirée, bravo David, de la fameuse histoire de Chirac qui apparaît nu en 2000. Mais oui, c'est pour ça, c'est aussi ça. Et là, la photo a vraiment été prise, mais elle n'est pour le coup jamais sortie. Troisième et dernière histoire du jour, nous sommes au mois de mai dernier, gare Saint-Lazare à Paris, en pleine grève SNCF. Voilà des semaines que ça dure, les usagers sont à bout de nerfs, mais ce matin, c'est un peu différent puisque sur une grande bâche est écrit « Viennoiserie gratuite pour tous les usagers ». Wilfried, un jeune homme qui attend son train depuis 35 minutes, est ravi. Il se dit, un petit croissant, un pain au chocolat, ça va m'aider à patienter encore un petit peu plus. Il s'approche d'un agent SNCF, il lui demande où est-ce qu'il peut trouver ces fameuses viennoiseries. L'agent lui répond, Gare de Lyon. La SNCF propose des viennoiseries aux usagers de la gare Saint-Lazare, mais il faut aller les chercher Gare de Lyon. moi je dis vrai. Isabelle dit vrai. L'agent, il plaisantait. L'agent est plaisant. Non, non, quand je vous raconte une histoire, non, il n'y a pas. C'est du sérieux, hein. On ne c'est sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est du sérieux. Mais c'est dur. C'est trop cruel pour la SNCF. Ça serait gare du Nord, gare de l'Est, on comprendrait, mais là, non, faut... Les amis du patrimoine défendent la SNCF. Hein. Ouais. Oui, on voit C'est ça. impossible. Ouais. Non, puis c'est dur de faire du SNCF bashing comme ça, et en même temps, on a vu déjà des On peut se laisser tenter. Oui. Allez, moi je dis que c'est vrai. Émilie dit que c'est Moi, je vrai. dirais une correspondance pour un croissant, c'est possible. Donc c'est vrai. C'est possible, je pense que c'est vrai. C'est le titre de votre prochain roman. Voilà, C'est ça. ouais. Une correspondance, Paul. Une correspondance, ouais. David Abiker. Réponse, suspense, c'est une histoire fausse. Ah, bon. Bah, on avait le droit de s'amuser un petit peu quand même avec la SNCF. Exactement. Merci beaucoup, merci infiniment Françoise Benamou, merci Thomas Morel d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous, le MAG revient dans un instant. Nous recevrons Éric Emmanuel Schmitt. Il est l'un des auteurs français les plus lus au monde. Il fait lui aussi partie de notre patrimoine. Quel accueil pour Éric Emmanuel Schmitt, deuxième partie de l'info du vrai le Mac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, je ne vous présente pas, vous le connaissez déjà, bien sûr. Daniel Chic, vous êtes en forme. Vous nous parlerez d'art et d'actu, évidemment. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes sur scène jusqu'au 14 octobre au théâtre Rive Gauche pour un de vos plus grands succès, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, vous avez écrit cette pièce il y a 17 ans. Oui, en fait, même 20 ans. Mais... 20 ans. Ouais. Elle est vendue à travers le monde, traduite dans je ne sais combien de langues. 43 ou 40. Ouais, voilà. Alors, des langues en basque, en estonien, enfin, il y a tout improbable. Et vous la jouez dans votre théâtre. Vous n'avez besoin de personne, finalement? Ah ben je ne compte sur personne, à part sur le public. En fait, c'est un accident. C'est un pur accident, puisqu'il y a 5 ans, un comédien jouait cette pièce et il ne pouvait pas 9 soirs, parce qu'il avait signé. Et on m'a dit, est-ce que tu veux le remplacer? Et je me suis entendu dire oui. Et là, vous vous êtes dit, trop tard. Après, j'étais coincé. J'ai eu 3 jours pour apprendre le texte. Bon, enfin, je l'avais écrit, donc c'était pas trop difficile. Et puis, j'ai eu 4 après-midi de répétition avec la metteuse en scène, Anne Bourgeois, dont j'adorais le travail. Et je me suis retrouvé dans le public un jeudi soir. Et ça a été un coup de foudre? Ça commençait par du vomi, mais... ça finit en coup de foudre. C'est bizarre les histoires d'amour avec vous. Oui, moi je sais pas si j'ai été bon, mais le public a été très très bon et il m'a fait la fête. Alors j'y ai pris goût. Alors depuis j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé ma voix, j'ai travaillé le. Vous avez eu des cours? Oui, j'ai un coach. Je pense que je suis le seul écrivain au monde à avoir un professeur de mime qui vient à la maison.
Alors, ça donne quoi un exercice de mime, par exemple? Ben, c'est-à-dire qu'il m'entraîne à me poser, à regarder comme il faut, à faire les gestes, etc. Parce qu'il me donne toute cette formation que je n'ai pas eue, c'est-à-dire cette rigueur du corps. Parce que il se trouve que j'adore le mime, donc j'en profite aussi pour apprendre le mime. Et donc ça me permet d'être d'être sur scène et d'occuper l'espace avec mon corps, pas seulement avec mon esprit et ma voix. Ça marche pour la télé aussi? Je suis sûr. Il y a un comédien qui vous inspire particulièrement. Je crois que vous aviez vu Jean Marais au théâtre. Oui, petit. Mon premier spectacle, c'était Cyrano de Bergerac à Lyon, joué par Jean Marais. Jean Marais, c'était pas toujours un acteur extraordinaire, mais... Enfin, si, il était en fait un acteur extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas toujours bon, mais il était toujours fascinant. Et dans Cyrano, il était très bon, comme dans tous les rôles où il avait un masque. Là, il avait un faux nez. Quand il faisait La Belle et la Bête, il avait un masque. Quand il faisait le bossu, dès qu'il était caché, cet homme était trop beau en fait. Dès qu'il était caché, il était excellent. C'est une pièce qui met en scène un adolescent juif avec un épicier arabo-musulman. Elle a été jouée au cinéma, Omar Sharif. Est-ce qu'on pourrait inverser un épicier juif et un adolescent musulman? Vous vous êtes pas dit, vous qui aimez bien inverser, on a vu dans des œuvres où vous changez de point de vue, hein, est-ce que là vous vous dites, tiens, je vais faire une suite ou je vais le réécrire mais en inversant les deux? Non, parce que l'histoire d'après, j'ai fait une rencontre entre un enfant juif et un prêtre catholique. Non, je pense qu'il y a une façon de traiter le sujet. En tout cas, l'arabe du coin, celui qui tient l'épicerie, même s'il n'est pas arabe, puisque arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, et même le dimanche. C'est dans nos pays, ou en Allemagne aussi. En Allemagne, le texte a fait plusieurs millions d'exemplaires. C'est soit un arabe, soit un turc. Et donc, c'est un musulman. Donc, je voulais... Parce que moi, j'adore... J'avais un arrière-grand-père épicier. Et donc, je voulais aussi toucher ça. Parce que, vous savez, c'est des gens qui sont des espèces de sages spontanés. Moi, pour dire des choses sages, j'ai dû faire des grandes études. Il y a des gens qui spontanément touchent l'essentiel. Et M. Ibrahim, dans la pièce, il est comme ça. Il ne sait même pas qu'il est intelligent. D'ailleurs, Omar Sharif, sur le tournage, quand j'allais le voir, il me disait « Tu te rends compte toutes les choses intelligentes que tu me fais dire dans ce film ?» Et ça lui a valu un César. Hein. Ça lui a valu un César, une nomination au Golden Globe et le Lion d'Or à Venise. Et il me disait « Tu te rends compte comme moi, il faut que je travaille pour avoir l'air assez bête de le dire naturellement. » On va vous voir, Éric Emmanuel Schmitt, dans l'interprétation justement de Monsieur Ibrahim. Unanimement, de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien. Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman. Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. On l'adore. Comment est-ce que vous vous regardez? Ça vous fait quoi de vous voir en comédien, vous qui avez passé des années à écrire pour les autres avant de jouer? Moi, je ne vais pas vous dire que j'aime pas me regarder, ce que disent tous les comédiens. Oui, c'est de la fausse modestie quand ça vient des... Ben non, c'est un excès de narcissisme. Quand on dit qu'on n'aime pas se voir, c'est qu'on pense en fait qu'on est tellement mieux que ce qu'on voit, qu'on est forcément déçu par ce qu'on voit. Donc je me suis dit, je ne dirai jamais que... Daniel Chic, il n'est jamais déçu. Je voyais Daniel qui faisait ça. Non, vous savez, en fait, je ne sais pas ce que je fais, que ce soit quand j'écris ou quand je joue. J'ai des personnages en moi, ils me traversent. Ils ont chacun leur énergie, ils ont chacun leur force. Alors généralement, je fais ça au-dessus d'une page blanche, et puis les personnages me traversent, et moi je les pose sur la page blanche. Et là, quand j'entre sur scène, c'est un peu la même chose. J'ouvre mon petit théâtre intérieur, puis il y a Monsieur Ibrahim qui passe, il y a Momo, il y a la mère, il y a le père. Je ne sais pas exactement ce que je fais. Alors les gens me disent, c'est bien, les personnages ne se ressemblent pas. Oui, parce que vous changez d'intonation, de posture. Oui, mais je ne fabrique pas, je les laisse parler. En fait, il y a plusieurs personnes là-dedans. Mais le public... C'est très habité là-haut. Hein. Votre public, il vient voir Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que le public vient voir l'acteur ou est-ce qu'il vient voir un conteur? Parce que on parlait de narcissisme et de relation avec le public. Vos lecteurs vous adorent. Mais vraiment, c'est une passion. Il y a assez peu d'auteurs avec lesquels le public a une relation passionnelle. Est-ce qu'on vient voir son écrivain favori, passer un moment avec lui, ou est-ce qu'on va voir quelqu'un qui va transfigurer la réalité? Moi, je pense qu'ils viennent voir un conteur, et je pense que c'est ce que je suis. Il y a un travail de comédien, mais il y a une chose sur laquelle je ne travaille pas, c'est que je suis un conteur. C'est-à-dire que j'adore raconter l'histoire, et il était une fois... J'ai l'habitude d'embarquer les gens là-dedans. Moi, je ne jouerais pas un texte de quelqu'un d'autre que de moi, non pas que
non pas que d'autres auteurs seraient indignes du comédien que je suis, mais moi j'ai plutôt peur d'être indigne d'autres textes. Et par contre, je me sens totalement légitime comme une source pour conter mes propres histoires. Vos propres histoires et qui ressemblent un petit peu à des fables aussi, d'une certaine manière. Toujours, oui, toujours. Quel personnage va nous interpréter ce soir Camille Lavabre? C'est la météo. Quelle que soit la météo, faites de votre maison un endroit où il fait toujours bon vivre. Avec SOWI, le fournisseur de gaz et d'électricité avec une station connectée. Et ouais. Bonsoir à tous. Je suis si contente de vous rencontrer, Monsieur Schmitt. Vous êtes un véritable exemple d'optimisme pour moi. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer un maximum, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Ma toiture s'est effondrée la semaine dernière. Depuis, je dors à ciel ouvert. Mais il faut rester optimiste. C'est agréable aussi de dormir à la belle étoile. Enfin, du coup, quand il pleut aussi dans ma chambre. Mais bon, il faut rester optimiste. Heureusement, il y a le réchauffement climatique. Il va faire plus chaud, encore plus chaud, toujours plus chaud, jusqu'à ce qu'on disparaisse. Mais c'est pas grave, on reste optimiste. On pourra faire des pique-niques, s'il reste de quoi manger. Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé un travail. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est à 80 km de chez moi et je n'ai pas de voiture, mais je marche. 8 heures par jour. Faut rester optimiste. Bon, le bon côté, c'est que je fais du sport. Hein. Bon, ça me fait du bien de travailler parce que chez moi, je me sens un petit peu seule. Oh, j'avais bien un chat, mais malheureusement, il s'est fait manger par mon chien. Qui est mort étouffé en mangeant mon chat. Mais bon, je reste optimiste. Après tout, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est cher et ça rend malade. Moi, ce matin, je suis tombée malade à cause de la pluie. Enfin, on reste optimiste, hein. Demain, ça s'arrange, il fait beau. Enfin, sauf si on vit dans le nord-est, ou dans le sud-ouest, ou dans le centre. Auquel cas, le ciel est aussi noir que ma vie. Mais bon, le matin, il fera tout de même 15 degrés à Bordeaux, c'est pas si terrible, et 17 à Lyon. L'après-midi, oh, regardez ces belles éclaircies dans le sud-est. Il fera 27 à Nice et 29 à Marseille. Enfin, vous allez croire que tout va mal, mais c'est pas vrai. Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme. Il est venu chez moi. Et me livrer une pizza. Il avait l'air gentil. Enfin, merci de m'avoir écouté. Avec grand plaisir. C'était la météo avec SOWI, le seul fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte avec une station connectée. SOWI est une filiale EDF. Et ouais. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous diriez de vous que vous êtes un optimiste? Moi, optimiste, oui. Mais volontaire. Parce qu'il faut faire un effort pour être optimiste. Oui, on l'a vu hein, voilà. avec la météo. Mais c'est votre nature profonde ou vous luttez pour être optimiste? Non, parce que je pense que je suis né optimiste, mais après la vie s'est chargée de me donner des coups sur la figure et de démentir cet optimisme spontané. Alors de spontané, il est devenu réfléchi et volontaire. Je crois que devant le monde, le pessimiste et l'optimiste d'abord éprouvent la même chose, ça ne va pas. Et puis le pessimiste dit ça ne va pas et demain ça sera pire. Alors, il abandonne, quoi. Donc, pour moi, le pessimiste est lâche, voyez. Tandis que l'optimiste dit, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est, comme disait le philosophe Alain, c'est la volonté alliée au courage, l'optimisme. C'est un bon coach, Éric Emmanuel Schmitt, parce que j'ai regardé sur Internet une vidéo où vous aidez les gens à écrire. Ah, oui, et vous leur dites face caméra, vous voulez écrire, vous avez des doutes, vous êtes fait pour pour écrire. Vous le pensez pas. Enfin, je veux dire, n'importe qui ne peut pas écrire. Quand vous dites aux gens, vous avez des doutes, vous voulez écrire, c'est bien parti. C'est pas évident. Je dis pas ça. Je dis, vous avez envie d'écrire et en même temps, vous avez des doutes. Oui. Il faut les deux. Il faut les deux. Oui, et l'envie démesurée d'écrire et le doute. Mais ça ne suffit pas. Pour être capable de travailler. Mais je ne comprends pas pourquoi on se moque des cours d'écriture. Parce que quand vous prenez des cours de tennis, c'est pas pour devenir Roger Federer. Or là, parfois, on se moque des gens qui abordent la démarche de vouloir apprendre à écrire en disant « tu vas devenir Marcel Proust ». Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même extrêmement dénigrant.
Ouais, il y a des choses à apprendre pour écrire. Quelqu'un qui est doué, qu'est-ce que ça veut dire doué? Doué, c'est faire spontanément ce que les autres doivent apprendre. Ben, il y en a qui ne sont pas doués, il y en a qui doivent apprendre. Mais Ce que vous mettez en valeur, c'est le travail ou le courage, en tout cas, d'aller au-delà. La mentalité, quoi. Il faut avoir une certaine mentalité pour aller jusqu'au bout d'un projet. Oui. Parce qu'il y a plein de pièges dans l'écriture, il y a plein de pannes. Alors, il faut les connaître, ces pannes, pour se dire ce qui m'arrive est normal, comment est-ce qu'on résout cette panne, etc. Enfin, voilà, Moi, je peux donner du génie à personne, je peux même pas m'en donner à moi-même. Mais je peux donner des conseils pour essayer de dépasser certaines impasses. Parce que vous êtes tombé parfois dans des impasses, vous avez eu ces pannes d'inspiration? Ah non, d'inspiration, jamais. Mais ça, c'est quand même assez c'est impossible. C'est un des auteurs les plus joués dans le monde. En ce moment, il y a des pièces dans plusieurs pays du monde qui sont jouées. Et il les sort comme à la mitraillette. Il a une énergie en lui. C'est un ogre inversé. Chez un moi. Ça, je ne peux pas expliquer comment. Hein. Mais après, oui, j'ai fait des erreurs d'accouchement. Je veux dire, parce que parfois, je me suis mal pris. Et donc, oui, j'ai connu plein d'erreurs. Et donc, je me sers de mon expérience aussi pour... Voilà, je trouve qu'il y a un âge où on peut transmettre sur le chemin qu'on a fait, sur les difficultés qu'on a rencontrées. Il faut vraiment arrêter de regarder certains domaines comme des domaines où on est doué, on réussit, on n'est pas doué, on rate. C'est extrêmement dévalorisant, parce qu'on peut avoir juste un problème parfois qui empêche de réussir. Les Belges ont lancé une grande cause sur l'accord du participe passé. Ah non, pas moi. Les leçons que j'ai apprises deviendraient les leçons que j'ai apprises. Alors, qu'en dit le Belge depuis 2008? Alors moi, je suis franco-belge, mais alors là, je suis français, je suis plus belge. Français tout court. Ah non, moi je suis un partisan de... J'aime les difficultés de l'orthographe. D'abord, c'est pas une grosse difficulté que l'accord du participe passé. Si c'était ça la difficulté du français, le français serait une langue facile. Non, mais je crois qu'il faut se mesurer. Moi, ma langue, c'est ma partenaire depuis 50 ans, et elle me résiste toujours. Mais il faut l'accepter et en tirer le meilleur. Je ne m'ennuie pas. Une partenaire qui vous résiste pendant 50 ans, mais en même temps qui peut vous faire des belles surprises, c'est une partenaire idéale. Non, c'est beau. Daniel Chic, vous allez nous parler d'une fête qui fait partie du patrimoine. C'est la métaphore au filet de l'émission. Camarades, à partir de demain et jusqu'à dimanche aura lieu la 88e fête de l'humanité créée par le journaliste communiste de référence Luma. Une période historique à lier le communiste aux artistes, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Jamais autant d'artistes ne se sont engagés à gauche toute et jamais le Parti communiste n'a eu autant de membres, à l'époque près d'1 million. Pourquoi ? Parce qu'en 1945, les communistes sont indissociables de la résistance. Elle est leur auréole, leur pouvoir d'attraction. Juliette Gréco, qui vendit l'humanité avec acharnement, a dit, après la libération, qui n'est pas communiste était douteux, tant tout le monde l'était. Cette photo a été prise par l'immense Robert Doisneau, qui travailla pour de nombreux magazines d'obédience communiste et adhéra même brièvement au Parti communiste. De nombreux artistes s'engagent à gauche pour des raisons idéologiques et souvent personnelles. Aujourd'hui, le communiste le plus célèbre du monde n'est ni un dirigeant de parti, ni un maître de l'ex-URSS, mais un artiste. Qui donc? Une idée? Pablo Picasso. Pablo Picasso a pris sa carte du parti en 1945 par amitié pour le poète Paul Éluard, à la fois figure du monde artistique et du Parti communiste. Picasso croquera plusieurs fois avec affection Éluard. Les deux camarades sont révulsés par le fascisme de Franco. Et si Picasso reste encarté jusqu'à sa mort, c'est probablement parce qu'il n'oubliera jamais que ce sont les communistes de son pays qui ont le plus résisté à Franco. Et tellement reconnaissant de ce que Picasso a fait pour le parti, la Fête de l'Humanité organisa, après sa mort, une gigantesque expo en son honneur. Un autre artiste adhère au PC en 1945,
c'est Fernand Léger. Il est fils d'agriculteur, très attaché au monde ouvrier, et il va représenter ce monde dans son œuvre, faisant preuve d'une grande audace dans sa façon de peindre. Ce tableau est rempli de tuyaux et de travailleurs. On a presque l'impression d'entendre le bruit de l'usine. Et son style n'est pas vraiment réaliste, exactement à l'opposé du style d'André Fougeron, membre du parti lui aussi, qui représente le monde ouvrier, mais de manière, lui, vraiment très hyper réaliste. Ici, vous voyez, les mineurs pleurent, un des leurs. Fougeron travaille, il peint là. Si vous regardez le travailleur qui est décédé, c'est très façon martyr Jésus descendu de la croix. Il est très ailé, Fougeron, très impliqué par la cause du monde ouvrier. D'ailleurs, il deviendra presque le peintre officiel du parti. Hein. Ça, c'est pour les peintres. Mais des acteurs. Les acteurs aussi s'engageront après la guerre, à gauche toute. Signoret, Montand, fils de communiste immigré italien, et un autre, idole absolue de l'époque, c'est Gérard Philipe. Et si Gérard Philipe s'engage bruyamment à gauche, est-ce que c'est pas pour étouffer, pour faire oublier que son père fut un collabo condamné à mort? Vous connaissez aussi Jean Ferrat, figure du camarade inconditionnel qui le restera jusqu'au bout malgré les dérives des pays communistes. Eh bien, pourquoi? Peut-être aussi parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père juif est déporté à Auschwitz et fera que Ferrat sera, jusqu'à la fin de ses jours, admiratif et reconnaissant des communistes qui l'ont abrité, hébergé et caché. Voilà. Après, ça va se gâcher. Beaucoup d'artistes divorceront du communisme quand ils découvriront les dérives des régimes communistes, parce que régime communiste et liberté, ça ne fait pas toujours bon ménage. En chinois, Qing Fu Di Yuning. Parce qu'on va arriver en Chine. Avec l'accent ? En Chine, on peut mourir, peut-être même encore aujourd'hui, de ne pas avoir les idées qu'il faut. Yu Minjung vit en Chine. Ce peintre, par son humour, se moque du régime. Ici, les futurs exécutés semblent dire même pas peur. Le tableau est un détournement assumé du célèbre tableau de Goya, qui lui aussi montre des hommes assassinés pour leurs idées. Voilà. Vous savez, cette chronique, c'est la lutte contre le temps. On lutte tous contre quelque chose. Hein. Oui. Et lutter, c'est exister. Merci beaucoup Daniel. Un conseil télé ce soir, coup d'envoi de notre série événement sur Canal+. Ça s'appelle Killing Eve. C'est un thriller britannique autour de deux femmes que tout oppose. C'est sexy, c'est féminin, c'est sans pitié et c'est drôle aussi. Je travaille pour les services secrets. J'avais raison à propos de la meurtrière. Ils veulent que j'enquête sur elle. Et ils ont besoin de toi pour un autre job. Quand ? Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur l'échelle de la folie, elle est bien perchée. Je parie qu'elle avait déjà tué avant d'en faire son métier. Killing Eve, donc, dans un instant sur Canal+. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt, au théâtre Rive Gauche à Paris, donc jusqu'au 14 octobre. Demain, le meilleur de l'info du vrai à 18h35 avec Yves Calvi. Nous, le MAG à 19h55. Jordi et Martin vous attendent pour le JT Pressé. Merci beaucoup. Bonne soirée sur Canal+.